Bonsoir les amis, bonsoir. Nous allons démarrer notre live du samedi. Enfin, du samedi. Du mardi plutôt. Alors, voilà. Donc je vais profiter pour prendre mon café en attendant. Voilà. Je vais en profiter pour prendre mon café en attendant. Bonsoir les amis. Voilà. Superbe. Donc, voilà, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je vous salue, j'espère que vous avez bien débuté la semaine. Voilà, vous me laissez juste le temps de partager un peu pour qu'on puisse démarrer. Le thème d'aujourd'hui, ce sera sur l'analyse SWOT. Voilà, on va brièvement discuter de l'analyse SWOT, qui est une méthode d'analyse très utilisée, très aimée, surtout au Sénégal. On aime beaucoup le SWOT. Voilà, donc on va essayer de discuter et d'échanger sur la méthode SWOT tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, restez connectés et donnez-moi juste un peu de temps pour pouvoir partager afin qu'on puisse discuter le dialogue. Voilà, c'est ça. Hein. Bien, nous avons passé une belle semaine au Sénégal avec beaucoup d'actualités. La plus belle actualité que nous avons, en tout cas, depuis une semaine, c'est l'arrivée des vaccins. Voilà, ce qui est une très très belle chose, notamment. C'est vrai que maintenant on peut discuter s'il faut se vacciner ou ne pas se vacciner. Mais je crois que ce serait très intéressant, notamment quand même de se vacciner parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres solutions. Dans tous les autres pays, les gens se vaccinent notamment. Donc je crois que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que de se vacciner. Donc on va essayer de se vacciner, voilà, notamment pour pouvoir nous immuniser, voilà, en espérant que la solution de la vaccination sera la meilleure solution, voilà. Je ne me suis pas encore inscrit, mais je crois que je vais très rapidement m'inscrire parce que je crois que le site est très saturé pour l'instant. Mais je crois que je vais très rapidement m'inscrire moi-même et chercher à pouvoir notamment euh, profiter de ce vaccin. Voilà, le Covid est une maladie extrêmement particulière, vraiment, ça il faut vraiment le reconnaître. C'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de soins. C'est vrai qu'on peut discuter maintenant de pourquoi il n'y a pas de soins, pourquoi, les pourquoi sont énormes, voilà. Pourquoi n'a-t-on pas plus pensé à des médicaments qu'à passer à des vaccins? Est-ce que les vaccins sont sûrs, etc. C'est des discussions, voilà. Je crois que l'ensemble des scientifiques, même ceux qui ont créé les vaccins, sont d'accord pour dire que les vaccins ne sont pas du tout sûrs à 100%, parce que généralement, c'est des technologies nouvelles qui sont utilisées directement sur l'être humain. C'est le cas des vaccins à ARM Messenger qu'on n'a jamais utilisé sur l'être humain et qu'on va utiliser en fait dans le cadre de cette campagne. Voilà. Euh, je crois aussi qu'il y a d'autres retombées scientifiques attendues pour que le jour où ce vaccin aura marché, notamment sur le Covid, que la technologie de l'ARM puisse être utilisée aussi, notamment dans d'autres cas, particulièrement, notamment particulièrement les soins liés notamment au cancer, parce que là aussi il y a énormément de choses, notamment qui sont prévues. Voilà, bien. Donc voilà, c'est un peu ça sur le vaccin. Voilà, pour les autres actualités, je crois qu'elles sont plutôt politiques et je ne suis pas forcément un homme politique ou quelqu'un qui diffuse ses choix politiques, voilà, mais j'espère que on saura raison garder et que de part et d'autre, on se battra pour maintenir
pas seulement la paix, mais la démocratie au Sénégal. Voilà, parce que je crois il y a plusieurs universitaires qui ont eux-mêmes fait un live, ou en tout cas ils sont pas en live, ils ont fait en tout cas une lettre pour pouvoir rappeler cette importance notamment de garder la démocratie, parce que la démocratie c'est un acquis très important dans le pays qu'il faudrait garder. La démocratie aussi n'est jamais synonyme aussi synonyme de, de facilité ou de grande paix. La démocratie, elle se conquiert, c'est un combat, etc. Mais dans tout ce combat-là, il faut le faire, comme je l'ai dit, en ayant quand même, euh, comment je peux dire ça, en gardant la tête froide, voilà, si je peux le dire, si je peux le dire comme ça, voilà, par rapport à ce qu'on peut dire sur la démocratie. Voilà, bien. Alors, donc, je salue l'ensemble des participants. Je n'ai pas, j'ai pas la liste des participants, je les vois pas particulièrement, voilà, mais je voudrais vous dire bonjour à tout le monde, à Laïf Bomba, à Djabi, à Mbo, à tous qui participent sur les productions de Marketing TV Monde, à nos amis de No Stressland, à nos amis et tout le groupe et toute la communauté aussi de Marketing TV Monde qui s'élargit de jour en jour. Je voudrais demander à chacun vraiment de venir liker la page Marketing TV Monde, de faire abonner notamment le maximum de monde possible. C'est une page gratuite où tout est extrêmement gratuit. Il y a pas un rond qui revient dans les poches. Voilà. Bonsoir Lansana, voilà, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer donc de vous faire gagner du temps pour parler directement du thème qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire notamment l'analyse SWOT. Bien. Alors, l'analyse SWOT, c'est pas forcément donc quelque chose de compliqué. C'est un thème assez intéressant qui a été traité par certains. Excusez-moi, le café, je peux pas m'en passer. Qui a été traité par beaucoup d'intervenants, voilà. Sauf que c'est une méthode très utilisée dans l'analyse stratégique au Sénégal, dans tous les domaines, hein, et particulièrement aussi dans le domaine du marketing. Mais il n'y a pas que dans le marketing, dans la plupart des domaines, les gens utilisent notamment la méthode SWOT. Tout le monde en parle et c'est important qu'on puisse revenir un peu sur qu'est-ce que c'est que cette méthode, qu'est-ce que ça signifie. Bien sûr, les autres intervenants dans le futur ou moi-même auront le temps d'entrer dans le détail sur notamment l'analyse, notamment SWOT, comment est-ce que je l'ai déroulé, etc. Donc ça, on va le faire petit à petit. Voilà, bien. Alors, le SWOT notamment, c'est un acronyme anglais qui veut dire Strength, Weakness, Opportunities and Threat. Voilà. J'ai voulu montrer un livre, j'ai pas eu le temps, mais je vous le conseille quand même de le regarder. Si vous voulez regarder un livre qui traite bien d'analyse stratégique et particulièrement de ces outils SWOT et des autres outils d'analyse stratégique, notamment parce qu'il y en a énormément, il y a les outils de McKinsey, il y a les outils de BCG, il y a notamment aussi la méthode d'analyse des 5 forces concurrentielles de Michael Porter, qui est une méthode très utilisée et en tout cas très promue aussi. Il n'y a pas que le SWOT, voilà, parce que le SWOT est considéré comme une méthode plutôt statique, alors que notamment la méthode des 5 forces concurrentielles de Michael Porter est considérée comme une approche plus dynamique et plus adaptée au marché, mais il y a plusieurs méthodes, Ansoff, etc. Il y en a beaucoup. On pourrait peut-être un jour présenter l'ensemble de ces méthodes-là. Bien. Pour bien, en tout cas, connaître l'ensemble de ces méthodes, les revoir, voir l'évolution de ces méthodes, leurs forces, leurs faiblesses, leurs intérêts, etc. Je vous conseille d'acheter un livre qui ne coûte pas du tout cher. C'est un livre collectif des professeurs de HEC Paris qui s'appelle Le Stratégore. Le Stratégore, le Stratégore. Vous avez le Mercator, mais vous avez aussi le Stratégore. Le Stratégore traite très très bien, notamment de l'ensemble des méthodes d'analyse stratégique, parmi lesquelles notamment le SWOT. Voilà. Vous trouverez aussi cet outil bien analysé dans un livre que j'ai souvent conseillé aux étudiants, qui s'appelle, alors excusez-moi, je crois que je l'ai ici, qui s'appelle le manuel de gestion. Voilà, c'est le manuel de gestion, il est en 2 thèmes, 2 tomes du moins. Avant, ça coûtait 20 000, ensuite c'est venu à 10 000, peut-être que maintenant ça coûte moins cher. Et c'est 2 tomes qui en réalité recouvrent 12 livres. Et parmi ces livres, il y a le livre de stratégie. Donc ça ne coûte pas cher, peut-être qu'à 20 000 francs ou même moins, vous aurez 12 livres de gestion qui parleront de beaucoup de thèmes, de la comptabilité, le marketing, etc., les finances, les RH et tout, l'informatique, les systèmes de gestion, les systèmes d'information du moins.
les techniques quantitatives de gestion, jusqu'à la stratégie, et vous aurez l'ensemble de ces documents à peut-être 20 000 ou moins de 20 000 francs. Et parmi les thèmes traités, il y a les thèmes de la stratégie qui ont été bien développés, parce que ceux qui ont écrit le Stratégore font partie aussi notamment du collectif de ceux qui ont écrit notamment le manuel de gestion. Bien sûr, les livres de marketing, de référence, qu'on appelle les bibles du marketing, comme par exemple le Marketing Management de Philippe Kotler, ou le Mercator dont l'initiateur a été Philippe Landrevie, Jacques Landrevie plutôt. Tous ces livres-là traitent aussi de manière particulièrement claire, notamment la méthode de SWOT, pour l'utilisation de cette méthode dans le domaine du marketing. Il faut savoir que le SWOT n'a pas été créé pour le marketing, c'est une méthode d'analyse stratégique qui au départ était liée notamment à la corporate stratégie et au choix de ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique, les DAS. Voilà. C'est ensuite qu'on a vu que la méthode peut être utilisée à l'ensemble des autres activités de gestion de l'entreprise, parmi lesquelles les business stratégies, comme par exemple la stratégie de marketing. Et on l'utilise non seulement pour la stratégie, mais on l'utilise aussi pour les politiques et quelquefois même pour les actions. La plupart du temps, les gens, pour faire une photographie d'une activité ou d'une stratégie ou d'une politique, voir comment ça s'est passé et comment est-ce que ça va se profiler dans l'avenir et quelles sont les pistes qu'il faut recommander, souvent ils recourent à la méthode SWOT. Donc SWOT, c'est un acronyme qui signifie Strength, Weakness, Opportunities and Threat. Donc c'est en anglais. En français, on dit FOM, hein, force, faiblesse, opportunité, menace, ou bien opportunité et risque. Voilà, le stratégore. Effectivement, Ibrahim Andaou, le grand Ibrahima, je te salue. Voilà, effectivement, le stratégore est un ouvrage de référence. Vous avez parfaitement raison, cher ami. Voilà. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Parce que quand on veut notamment analyser une activité, ou une stratégie, ou une politique, pour pouvoir comprendre comment elle a évolué récemment, dans les 3, 5 dernières années, et quelles sont les projections qu'on peut faire pour prendre des décisions dans l'avenir, il faudrait des outils. Ces outils-là, c'est les outils d'analyse stratégique. Voilà. Et parmi ces outils d'analyse stratégique, le plus utilisé, c'est notamment la méthode SWOT. Alors, cette méthode de SWOT, notamment, elle est utilisée, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines, mais elle est utilisée aussi dans le domaine du marketing. Voilà. Souvent, dans le cadre des diagnostics que nous faisons dans le domaine du marketing, on utilise souvent la méthode SWOT, qui nous permet de pouvoir, comme je l'ai dit, hein, définir la situation actuelle et pouvoir se projeter sur le futur. Voilà. Alors, en marketing, à quoi sert notamment la méthode SWOT ou quand est-ce qu'elle est utilisée? La méthode SWOT est utilisée à chaque fois qu'une entreprise, ou en tout cas dans la fonction marketing, on a envie d'envisager le futur. Voilà. Et pour envisager le futur, il faut commencer à voir la situation actuelle. C'est le cas, par exemple, de la stratégie. Quand on veut notamment revoir la stratégie, on le fait un peu aussi quand on fait un peu le diagnostic du marketing, enfin l'audit du marketing. Quand on veut envisager la situation actuelle, que ce soit dans le cadre d'un diagnostic ou dans le cadre d'un audit, il est important de pouvoir notamment utiliser la méthode SWOT qui nous permet de voir dans la situation actuelle quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos opportunités, quels sont les risques potentiels qui se profilent. Voilà, bien. Pour nous qui faisons beaucoup de diagnostics dans les entreprises, la plupart du temps, on recourt à la méthode SWOT. Voilà. Alors, donc, pourquoi faire le diagnostic SWOT? Pour faire le point. Parce que quand une activité est menée, quand une politique est définie, quand une stratégie est mise en œuvre, il est important de voir sur la période de mise en œuvre, récente notamment, quand je dis récente, c'est vraiment les 3 ou 5 ans. Hein. Ce n'est pas trop la peine d'aller analyser sur une longue période. Aller faire un diagnostic sur 10 ans, sur 20 ans, ça ne sert pas forcément à grand chose et ça veut dire aussi que vous ne travaillez pas bien. Parce que quand on travaille bien, au moins tous les ans, on fait son diagnostic SWOT. Au moins, je dis, je ne parle même pas de le faire tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Voilà, bien. Donc, quand on va en diagnostic d'entreprise, la première chose, c'est de se dire, il faut qu'on puisse déterminer quelles sont les forces, les faiblesses de l'entreprise et quelles sont les opportunités et menaces. Quand on prend le SWOT, il y a 4 éléments et parmi ces 4 éléments, il y a 2 éléments du présent et il y a 2 éléments du futur. Okay? Quand on prend les forces et les faiblesses, elles permettent d'identifier ou de déterminer dans la situation actuelle de l'entreprise qu'est-ce qu'elle peut considérer, elle, comme force et qu'est-ce qu'elle peut considérer, elle, comme faiblesse. Ensuite, maintenant, en analysant l'environnement externe, son évolution récente et ses projections futures, on va déterminer quelles sont les opportunités, c'est-à-dire quelles sont les chances que l'entreprise peut capter dans le futur et quelles sont les menaces, c'est-à-dire quels sont les risques potentiels qui peuvent entraver la réalisation des objectifs futurs de l'entreprise. C'est véritablement ça. Donc, force, faiblesse, c'est aujourd'hui, opportunité, menace, c'est 2.
C'est dommage. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a critiqué la méthode. Mais bon, ça, on y reviendra en parlant d'autres méthodes, comme la méthode des cinq forces concurrentielles de Michael Porter, certainement prochainement. Voilà, bien. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse? Je crois qu'on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse? L'analyse des forces et faiblesses permet de pouvoir situer la dynamique concurrentielle ou en tout cas la capacité, la compétitivité de l'entreprise. La compétitivité de l'entreprise est définie d'abord par rapport à ses forces et faiblesses. Les forces et faiblesses ne sont pas intrinsèques. Ce n'est pas parce qu'on a par exemple une équipe commerciale importante que c'est une force. Ce n'est pas aussi parce qu'on a un bon budget de communication que c'est une force. La force ne s'analyse pas par rapport aux ressources de l'entreprise, elle ne s'analyse pas par rapport aux moyens de l'entreprise, elle s'analyse par rapport aux critères de compétitivité du marché. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de moyens marketing que c'est une force. Avoir beaucoup de moyens marketing peut ne pas être une force. Par exemple, si vous avez un budget publicitaire qui est 10 fois supérieur à celui de l'ensemble de vos concurrents et que notamment la publicité n'est pas un levier, c'est-à-dire un facteur clé de compétitivité sur le marché, votre budget de communication, si important soit-il, ne peut pas être une force parce que ça ne sert à rien dans la compétition. Voilà. Si vous avez les prix les plus bas du marché, alors que sur le marché, le prix n'est pas un facteur déterminant d'achat des clients, forcément, le fait que vous ayez un prix bas n'est pas une force. Ça ne sert pas à grand chose. Donc la force est évaluée par rapport à ce qu'on appelle les facteurs clés de compétitivité sur le marché. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'être plus compétitif contre mes concurrents, d'être plus compétitif pour mieux attirer les clients? C'est par rapport à ces critères-là qu'on va déterminer, par rapport aux ressources, à l'organisation, on reviendra tout à l'heure là-dessus, par rapport à ce qu'a l'entreprise. Comment peut-on considérer les acquis de l'entreprise comme étant des forces ou des faiblesses? Donc, ces forces ou des faiblesses sont définies à partir de ce qu'on va appeler les facteurs clés de compétitivité. Donc, ça, c'est véritablement très important. Et l'exercice qu'on fait pour pouvoir identifier les forces et faiblesses ont d'abord un premier intérêt, c'est qu'on va toujours chercher à mettre à jour les facteurs clés de compétitivité du marché. Parce que peut-être que quand on faisait notre stratégie il y a 5 ans ou il y a 3 ans, il y avait certains facteurs. Au moment de refaire le diagnostic, on est obligé de retourner vers le marché. Le diagnostic, on ne le fait jamais en marketing. On ne fait jamais un diagnostic en ne regardant pas l'environnement externe. Voilà, c'est un des problèmes que les experts en marketing comme moi retrouvons avec nos clients. Quelquefois, souvent, ils vous disent on veut un diagnostic. Je leur fais oui, mais le diagnostic RH ou le diagnostic financier, c'est un diagnostic interne à partir uniquement de données internes. Mais nous, quand on fait notre diagnostic marketing, on est obligé de reconvoquer les éléments de l'environnement externe parce que la position, c'est-à-dire que l'évaluation en force ou en faiblesse dépend notamment des facteurs clés de compétitivité qu'on est obligé d'aller rechercher et de mettre à jour. Voilà, bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller rechercher pour voir qu'est-ce qui est force et qu'est-ce qui est faiblesse? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on analyse au sein des politiques marketing? Dans les politiques marketing, en tout cas dans le cadre d'une stratégie, quand on fait le diagnostic de la stratégie d'une entreprise, il est important d'aller faire la revue d'un ensemble de facteurs. Parmi les facteurs sur lesquels on va faire la revue, c'est déjà notamment la stratégie de marketing elle-même. C'est-à-dire, est-ce que le ciblage actuel de l'entreprise, notamment, ou le ciblage récent sur les 3 dernières années ou sur les 5 dernières années de l'entreprise, est-ce que ce ciblage-là est bon ou pas? Est-ce que ce ciblage correspond aux facteurs clés de compétitivité de l'entreprise ou pas? Donc ça, c'est à voir. Donc, donc sur les facteurs stratégiques, il faut évaluer le ciblage, il faut évaluer le positionnement, il faut évaluer la stratégie aussi de position. La stratégie de position, c'est ce qu'on va être leader, etc. et tout. Et n'oubliez pas que c'est la stratégie de position qui induit notamment les stratégies guerrières, c'est-à-dire quelles sont les tactiques, les stratagèmes que je vais utiliser, est-ce que je vais plus être dans l'offensif, dans le défensif, etc. Donc ça, ces stratégies-là sont induites par notamment la stratégie de position. Donc il est important de voir, est-ce que nos choix stratégiques sont des choix qui pour nous sont une faiblesse ou une force sur le marché. Ça, c'est très important à évaluer. Deuxième élément important à évaluer, c'est notamment évaluer les politiques marketing, d'accord? Parce que quand on est, par exemple, pour un produit, on peut, pour faciliter, revenir sur les 4 P dont on parlait la dernière fois, voilà. Donc, on peut évaluer la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication, la politique de distribution. L'idée, c'est de voir, par rapport à ce qu'on a comme orientation politique, par rapport à ce qu'on a comme moyens, par rapport à ce qu'on a comme ressources, est-ce que nous sommes bons ou bien est-ce que nous sommes en phase
par rapport notamment aux facteurs clés de compétitivité, oui ou non. Donc là aussi, notamment, c'est les facteurs à analyser. Mais toujours par rapport aux facteurs clés de compétitivité. D'accord? Ensuite, il est important d'évaluer ce qu'on appelle les performances quantitatives et qualitatives. Voilà. Parce que quand je fais un diagnostic, il est important que je puisse aussi voir mes performances récentes. Voilà, mes performances récentes, quantitatives, par exemple le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, le nombre de clients que j'ai obtenu, les quantités de produits que j'ai vendus, etc. Ça, c'est des facteurs quantitatifs. Il est important de voir est-ce que la progression, notamment de ces performances-là, est plutôt positif ou négatif, ou en tout cas, est-ce que c'est des points forts ou des points faibles. Ça, c'est des facteurs importants aussi à envisager. Mais il y a aussi des facteurs qualitatifs, la satisfaction des clients, la fidélisation de la clientèle, la qualité des services après-vente, etc. Tous ces éléments-là sont des facteurs qualitatifs qui doivent aussi être évalués pour voir en quoi est-ce qu'ils constituent des forces ou des faiblesses. Toujours par rapport aux facteurs clés de compétitivité. Pas par rapport à l'entreprise elle-même, mais par rapport à la dynamique concurrentielle. D'accord? Bien. Alors, maintenant, il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut évaluer. Il faut évaluer aussi l'organisation. Parce que en marketing, il y a une organisation. Il n'y a pas une organisation typique. Une organisation dépend de beaucoup de choses. Voilà. Je peux donner juste un petit exemple pour partager mon expérience. Voilà. Je suis allé dans une entreprise qui est une entreprise qui au départ avait été créée par un grand distributeur. Il se développait très très bien. En certain moment, ce distributeur s'est mis dans l'industrie, donc il a commencé à créer des produits et à vouloir développer de nouvelles choses, voilà. Et le problème, c'est que ça n'accrochait pas comme il voulait. Et quand je suis venu pour faire le diagnostic, notamment, sur l'ensemble des critères, c'était vraiment assez bien. Sur les critères, sur les performances quantitatives, c'était pas très fameux, les objectifs n'étaient pas forcément atteints. Et pour comprendre ça, je suis plus allé notamment sur notamment le facteur organisationnel. Et quand je suis venu sur l'organisation marketing, j'avais vu que au niveau du marketing, il y avait plus un directeur commercial et un responsable marketing. Alors, quand j'ai regardé le manuel de procédure, l'organisation, les fonctions, les liens hiérarchiques, etc., j'ai essayé de faire des entretiens en profondeur et de comprendre. Et c'est en ce moment-là que j'ai parlé au PDG de l'entreprise. Je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur, il sera difficile pour vous de faire des innovations, d'être dans l'industrie et de se développer en mettant en avant la direction commerciale sur notamment la fonction marketing. Voilà, c'est très simple. Parce que si vous avez un produit en phase de maturité, ou si vous êtes seulement un simple distributeur, vous ne fabriquez pas ça, vous n'avez pas les moyens de manipuler ou de changer le produit, vous êtes uniquement, notamment un distributeur, on peut comprendre que votre objectif principal, c'est uniquement la vente. Voilà. Quand aussi un produit est en phase de maturité sur le cycle de vie du produit, quand on est en phase de maturité, ça veut dire qu'il n'y a pas de levier supplémentaire, à moins que le produit aille en phase déclin, et là vous pouvez être dans une stratégie de niche. Mais quand vous n'êtes pas là, vous êtes uniquement en phase de maturité, c'est vrai que là vous pouvez dire l'objectif principal, parce qu'il y a plus de facteurs importants de discrimination entre les concurrents. Là, c'est vrai qu'on peut avoir comme ascendant le commercial sur le marketing. Voilà. Mais quand on veut développer de nouveaux produits, quand on veut faire de l'innovation, quand on veut entrer dans de nouveaux marchés, forcément le marketing doit avoir un ascendant sur notamment le commercial. Et ça, c'est fondamentalement important, voilà, parce que ça permet de ne plus se focaliser uniquement sur les ventes, mais d'envisager l'évolution de la demande, la dynamique du marché, la veille concurrentielle, d'aller interroger quelle est l'évolution des besoins, mieux comprendre ces besoins, voir éventuellement comment les anticiper, etc., etc. Voilà, j'ai pas envie de donner des noms d'entreprises, voilà, mais il y a une entreprise au Sénégal qui est une très très grande entreprise qui il y a peut-être 20 ans, a connu une perte énorme, voilà, parce qu'elle vendait un produit sur lequel l'entreprise était leader et elle pensait peut-être que ce serait comme ça parce qu'il se disait que c'est un produit que tout le monde prend, ça marcherait, etc. Et comme l'entreprise importait ses emballages de la Chine, ils ont importé en ce temps-là, il y a 20 ans, ils ont importé pour 350 millions de stocks d'emballage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un an après, un concurrent est venu apporter le même produit, mais avec une innovation sur l'emballage. Et ça leur a fait perdre les 350 millions qu'ils avaient. Donc, ils ont perdu parce que ce n'est plus un avantage, ça ne sert plus à rien. Hein. Et deuxièmement, ils ont mis beaucoup de temps pour se rattraper sur le nouvel emballage. Et ça a été une perte énorme. Voilà. Donc, quelquefois, le marketing doit, dans certains cas, en tout cas, comme je l'ai dit, en phase de lancement, en phase de développement, quand on fait de l'innovation, quand on est dans l'industrie, quand on veut attaquer de nouveaux marchés, quand on est sur les marchés à technologie instable, etc., il est important de faire prévaloir le marketing sur la fonction commerciale. Ça, c'est juste pour montrer l'importance d'analyser l'organisation. Voilà, bien. Dans d'autres cas très très simples,
par contre, voilà, je parle par exemple de certaines missions de mise à niveau qu'on a faites, notamment dans les entreprises ou des grosses entreprises aussi, des industries ici au Sénégal, hein, voilà, qui pensent plus commerce, se disent, bah, écoutez, nous on va plus aller vers les distributeurs, les gros distributeurs, voilà. Je ne veux pas parler particulièrement d'entreprises, je ne suis pas dans cette dynamique parce que je suis lié souvent par des contrats qui me lient sur la confidentialité, voilà. Mais bon, vous comprendrez bien que dans certains domaines, par exemple, pour les produits alimentaires, pour ne pas préciser le truc, les gens vous disent, oui, mais nous, Monsieur Kahn, on est plus axé sur les distributeurs, les grossistes, etc. Ok, mais le problème sur les grossistes, c'est qu'ils sont saturés. Tout le monde va vers les grossistes. Et souvent, on oublie des segments de marché très importants qui, à court terme, sont plus rentables. C'est-à-dire, en termes de quantité, ce n'est pas les mêmes quantités, mais en termes de productivité, de rentabilité, c'est 10, 20, 30 fois plus cher. Voilà, je prends un exemple très simple. C'est le marché, par exemple, de ce qu'on appelle les eaux minérales, ou en tout cas ce qu'on appelle les eaux en bouteille, parce qu'eau minérale, c'est un peu trop dire, les eaux en bouteille. Voilà, beaucoup, par exemple, d'entreprises se battent sur le commerce de ce qu'on appelle le circuit food, quoi, ça, le commerce des grossistes détaillants, etc., et le commerce des supérettes. Bien. Le problème, c'est que par exemple, dans le marché de l'eau en bouteille, quelqu'un comme par exemple Kiren, qui n'est pas mon client, heureusement, voilà, a une stratégie énorme. Voilà, quand vous arrivez, ils voient que vous êtes en train d'arriver, vous êtes en train de vouloir taper sur eux, ils vont surstocker chez les grossistes. Donc vous allez faire toutes vos campagnes de communication et tout ce qu'il faut, mais vous n'aurez pas quelqu'un pour stocker vos produits. C'est aussi simple que ça. Parce que l'eau est par essence un produit volumineux qui prend beaucoup d'espace et qui rapporte peu en termes de rentabilité unitaire. Donc souvent, les distributeurs ne préfèrent pas surstocker. Et là, quand vous battez contre des géants comme ça, vous risquez de passer complètement à côté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur ces circuits, mais il faut y aller de manière intelligente, en regardant aussi d'autres côtés. Sur ce même marché de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, l'eau minérale est consommée notamment dans la plupart des cérémonies. Voilà, que ce soit des deuils, des baptêmes, etc. Les gens consomment ce type d'eau minérale. Voilà. Ça se consomme beaucoup dans les hôtels, dans les restaurants. De plus en plus maintenant, les gens ils sont habitués maintenant à ça. Ils ne le consomment plus, ils ne le considèrent plus comme un produit de luxe. Ils le consomment naturellement. Et c'est des créneaux extrêmement intéressants pour ce type de produit. Je ne parle même pas maintenant des événements, que ce soit des courses ou des trucs comme ça, des trucs artistiques, là, les shows, les soirées, tout ça, etc. Il y a énormément de produits qui passent de ce côté-là. Voilà. Et beaucoup d'entreprises ne regardent pas ces créneaux, ils se focalisent sur le circuit food en pensant quantité. Je vais vendre les quantités les plus importantes. Alors que, comme je le rappelle souvent, le marketing, c'est vrai, c'est faire du chiffre d'affaires, mais la fonction marketing est la première garante de la rentabilité, notamment de l'entreprise. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes les premiers garants de la rentabilité. Donc, faire du chiffre, c'est bien. Faire encore plus de rentabilité, c'est 10 fois mieux. Voilà. Donc, tout ça pour vous rappeler que l'organisation, notamment, elle est importante à analyser, que ce soit au niveau notamment des fonctions de direction marketing, etc., et même aux fonctions les plus élémentaires. Voilà. Il ne s'agit pas de dire j'ai une équipe food, donc grossiste, marché, etc. Est-ce que vous avez une équipe chargée de prospecter les hôtels? Est-ce que vous avez une équipe chargée de prospecter les organisateurs d'événements, etc., etc. Donc, par rapport à votre marché, hein, voilà. Donc, cherchez les niches et voyez comment avoir ce type de représentants commerciaux. Voilà. Il y a aussi certaines entreprises qui vendent des produits, par exemple, dans les livres-services et qui n'ont pas de représentant commercial dédié, notamment pour les livres-services. Ça aussi, c'est un élément important dans l'analyse, notamment de l'organisation commerciale. Voilà. Parce que si vous êtes dans les produits comme les boissons, vous avez des concurrents très bons, comme Coca ou autres, notamment, qui sont très connus, qui ont des merchandisers, qui vont mettre en valeur les produits sur les lieux de vente, qui font beaucoup d'animation, etc. Vraiment, il y a un merchandising extrêmement agressif qui attire les clients. Si vous ne faites pas ce merchandising, si vous n'avez pas quelqu'un qui accompagne les distributeurs, etc., vous allez peut-être leur vendre du stock, mais derrière aussi, pour pouvoir s'en sortir, ça va être extrêmement difficile. Et là aussi, il est important d'avoir des commerciaux qui sont adaptés à ça. Donc, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution simplement des facteurs quantitatifs et des facteurs qualitatifs peut aussi être expliquée par notamment la qualité de l'organisation commerciale. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr, dans l'organisation aussi qu'on va évaluer, il va aussi être question notamment des outils de gestion. Est-ce qu'il y a des outils de gestion commerciale? Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas d'outils de gestion commerciale. Il y a tout simplement des fichiers Excel. Et les fichiers Excel ne sont pas vraiment des bases de données clients, c'est des listings où on met les listes des clients, adresse, quand est-ce qu'il a commandé, est-ce qu'il a payé, etc. On ne met rien sur la connaissance du client. Ce qui fait qu'on ne connaît pas les habitudes du client, on ne connaît pas, etc. On ne voit pas si le client, c'est un client
très important, un client moyennement important, un client faiblement important. Quand on veut analyser par exemple sur l'échelle de Pareto, par exemple, pour dire quels sont les clients A, les clients B, les clients C, etc. Beaucoup d'entreprises ne font pas ce travail-là. Ils se disent juste on veut faire des chiffres d'affaires. Quelquefois, ils regardent les chiffres d'affaires, ils se disent ce client est très bon, il est très important pour nous, on va s'occuper de lui. Alors que quelquefois, les clients peuvent rapporter beaucoup de chiffres d'affaires et ne pas être rentable. Alors que le marketing, on ne s'occupe pas seulement de chiffres d'affaires, on s'occupe aussi de rentabilité. C'est très important. Hein. J'ai fait une formation en 2005 d'un très grand groupe au Sénégal. C'était le groupe, je crois, CCBM. Voilà. Ils avaient une entreprise, une entreprise qui était dans le groupe avec laquelle, donc, lors de la formation, on discutait. Ils me disaient qu'ils avaient de très très gros clients qui représentaient l'essentiel de leur chiffre d'affaires et tout. Je leur ai dit, ben, c'est génial et tout. Et comment ça se passe? On a discuté pour voir combien est-ce que ces clients rapportent et combien ils coûtent. Et après, j'ai essayé de mettre en évidence le fait que ces clients-là rapportent beaucoup, mais unitairement, ils rapportent moins que les autres clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais ça veut dire qu'il faut essayer de voir quelle stratégie mettre en œuvre pour que ces clients, en rapportant plus, coûtent le moins cher possible. Et ça arrive parce qu'on n'a pas d'outil de gestion. On ne regarde que le chiffre d'affaires. Alors que la vente, ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires, c'est aussi les coûts, c'est très important. Voilà, bien. Il y a aussi tous ces éléments qui sont liés à la prospection. On en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'outils sur la prospection. Ils ont des commerciaux, ils leur disent, voilà ce que nous faisons, allez rechercher des clients. La personne va travailler toute la journée, revient pour diriger un client, on le félicite. On ne se pose pas la question de savoir combien de fois tu es allé voir le client, avec quel outil, quelle a été la progression de la prospection, etc. Parce qu'on ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent faire. Quand on va prospecter, on engrange des coûts. Vous-même, on vous paye, on paye votre téléphone, on paye le transport, les outils que vous avez sont payés, etc. Donc, il y a des coûts de prospection. Il faut voir quel est le coût moyen de prospection. Il faut aussi voir notamment des scores très importants comme quel est le taux moyen de transformation des prospects en clients, etc. Ça, on en a beaucoup parlé. Voilà. Donc, je veux dire, il faut vraiment qu'on aille dans ça, parce que quelquefois, l'absence d'analyse va faire que l'entreprise va avoir beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, mais derrière, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'est pas rentable. Ça arrive très souvent. Qu'une entreprise a beaucoup de chiffre d'affaires, mais derrière ne comprend pas pourquoi est-ce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et quelquefois, le fait que la rentabilité n'est pas au rendez-vous peut être aussi dû à l'absence d'outils de gestion. Voilà, bien. Toujours aussi, notamment dans ces outils, parce que dans les outils, il y a 3 types de systèmes, ou 4 types de systèmes que l'entreprise doit avoir. Si elle ne les a pas, il est important d'aller les aider à avoir ces 4 systèmes-là. Les 4 systèmes que l'entreprise doit avoir, c'est le système d'information, c'est le système de planification, c'est le système de contrôle et d'évaluation, mais c'est aussi notamment le système d'innovation. Donc ces 4 éléments-là peuvent être importants quelquefois pour une entreprise qui est bien sûr dans l'industrie, qui se développe, qui veut innover. Si vous ne voulez pas innover, ce n'est pas un problème. Au moins avoir un système d'information pour voir aussi comment le marché avance. Ok. Tout simplement, par exemple, dans beaucoup d'entreprises où il m'arrive d'aller, il n'y a pas, par exemple, de rapport de visite. Okay? On va dire aux gens, c'est quoi ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vendu, donne-nous les chiffres terminés. On n'évalue pas, par exemple, il n'y a pas de rapport de visite. On ne débriefe pas l'activité de la semaine à la fin de la semaine pour voir qu'est-ce qui a été bien fait, mal fait, etc. On ne débriefe pas à la fin du mois. Tout ce qui intéresse quasiment sur les chiffres, est-ce que tu es venu à l'heure, etc. Alors que si on avait d'excellents systèmes de gestion, on aurait pu notamment avoir de très très bonnes solutions pour ça. D'autant plus que la plupart des systèmes de gestion aujourd'hui sont des systèmes de gestion informatisés à travers le CRM, les IRP et d'autres types d'outils de ce genre-là. Voilà, bien. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, c'est juste pour dire que quand on veut évaluer notamment la position de force et faiblesse, il faut comprendre que la force et faiblesse ne se déterminent pas par rapport aux capacités même de l'entreprise. Non, c'est cet effort d'analyse que vous faites en regardant, en identifiant d'abord quels sont les facteurs de compétitivité sur le marché. Ça, vous les mettez d'un côté. Ensuite, maintenant, vous allez voir quelles sont les ressources, performances, moyens, choix, décisions politiques de l'entreprise et voir ensuite comment est-ce que ces choix, ces politiques, ces ressources, cette organisation correspondent ou pas, ou bien en tout cas sont efficaces ou pas par rapport notamment aux critères de compétitivité sur le marché. En ce moment même, on peut utiliser notamment un score pour évaluer le degré de compétitivité de chaque élément
analyser en disant que par exemple c'est très adapté, c'est moyennement adapté, c'est peu adapté. On peut utiliser une échelle d'évaluation à 3 positions, comme aussi on peut utiliser une échelle d'évaluation à 5 positions pour que chaque élément analysé puisse être scoré par rapport notamment aux facteurs clés de compétitivité. Et en ce moment-là, on pourra voir pour chaque élément qu'est-ce qui peut être considéré comme une force et qu'est-ce qui peut être considéré comme une faiblesse. Voilà, bien. L'autre aspect maintenant, c'est l'analyse extérieure, c'est-à-dire l'analyse du futur, l'analyse des opportunités et des menaces. Voilà. Pour les opportunités et les menaces, c'est très simple. Les facteurs concurrentiels sont déjà là, ils sont connus, mais les facteurs concurrentiels ne sont pas des facteurs qui seront peut-être stables. Ils ne seront pas stables. Souvent, on dit que le macro-environnement a la fâcheuse caractéristique d'être totalement éphémère, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer de manière extrêmement rapide. Voilà, bien. Donc, il est important qu'on puisse aussi au moins avoir une prévisibilité sur le futur, qu'est-ce qu'il pourra être, au moins le futur à court terme. C'est pourquoi on vous dit que les plans marketing, il ne faut pas que ça dépasse 3 ans ou 5 ans, maximum 5 ans, parce qu'au-delà de 5 ans, très sérieusement, c'est extrêmement difficile, surtout dans une période comme celle que nous vivons, où même prévoir à 1 mois est devenu maintenant extrêmement difficile. Mais au moins à 3 ans, 5 ans, on peut voir les choses sur lesquelles la réglementation, des trucs comme ça peuvent être peut-être stables. Ou une réglementation, par exemple, elle n'évolue pas de manière aussi rapide que ça. On peut la voir venir et évoluer petit à petit. La démographie, même chose, etc. Il y a des facteurs qu'on peut voir avancer petit à petit. Comme il y a d'autres facteurs comme la technologie, par exemple, pour lesquels il est difficile de dire ce qui se passera dans 1 mois ou 2 mois. C'est extrêmement difficile. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de voir les facteurs clés de compétitivité qui sont là, comment vont-ils évoluer dans le futur. Ce futur-là, on va l'identifier à travers notamment les facteurs de l'environnement externe, notamment. Hein. Donc, je crois que c'est l'analyse Pestel, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Il y a un analyse, enfin, un des intervenants qui l'avait fait. J'espère que Lai Bamba ou Diaby ou Nyan viendra faire un live sur le Pestel ou sur l'analyse externe. Voilà. Donc, l'analyse externe, c'est l'analyse qui va porter sur les facteurs qui sont à l'extérieur du marché, mais qui vont agir simultanément sur la dynamique du marché. Ces facteurs-là, donc, c'est ce qu'on appelle les facteurs macro-environnementaux. C'est notamment l'évolution démographique, c'est l'évolution de tout ce qui est économique, hein, la fiscalité, la monnaie, tous ces trucs-là, etc. C'est les facteurs culturels aussi et leur évolution. C'est notamment les facteurs liés à la technologie aussi, notamment, donc c'est des facteurs très, très, très importants. Voilà. Donc c'est les facteurs législatifs. Voilà. Donc l'ensemble de ces facteurs-là, notamment, agissent simultanément sur le marché et ne sont pas maîtrisés par le marché. C'est vrai que le marché, les acteurs du marché, généralement, ils cherchent à avoir une certaine maîtrise là-dessus, mais ils n'ont pas une maîtrise totale. Hein. Ça, par exemple, c'est tout le travail de lobbying que font les entreprises. Quand les entreprises créent leur propre organisation, comme par exemple le Forum mondial, que vous regardez souvent de Davos, là, que vous regardez de temps en temps à la télé, une fois tous les ans, je crois, le Forum mondial de Davos, il y a beaucoup d'activités comme ça, où les chefs d'entreprise baissent leurs armes entre eux et vont aller voir comment est-ce qu'ils peuvent agir sur les décideurs. Voilà. Et donc là, c'est une manière pour eux de pouvoir, en tout cas, au moins avoir une maîtrise sur l'évolution des facteurs macro-environnementaux. Voilà. Hein, aux États-Unis, d'ailleurs, c'est l'un des pays où le lobbying est même légalisé, en fait, et que les entreprises ont des lobbyistes qui travaillent directement avec la Maison-Blanche, avec notamment le Congrès, pour voir comment agir sur les décisions futures ou certains facteurs macro-environnementaux afin que leur marché ne soit pas très perturbé. Voilà, bien. Mais les chefs d'entreprise, en tout cas, l'ont réussi dans beaucoup de pays, que ce soit en France, soit aux États-Unis, dans plusieurs pays maintenant. Les chefs d'entreprise, ou en tout cas le milieu de l'entreprise de plus en plus, place ses propres personnes dans les administrations publiques, dans les systèmes de décision de l'État, dans les parlements, et même d'ailleurs, le système privé est maintenant même entré dans le secteur judiciaire. Et tout ça, c'est en réalité aussi un travail qui est fait par le marché, ça par le secteur marchand, pour avoir une emprise sur notamment les facteurs macro-environnementaux. Donc ça aussi, c'est des méthodes utilisées pour pouvoir en tout cas avoir au moins une maîtrise fût-elle partielle sur les facteurs macro-environnementaux. Donc il est important d'évaluer l'évolution de ces facteurs macro-environnementaux. Voilà, bien. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément très difficile. Quand on est par exemple dans le secteur réglementaire, la réglementation de l'État, bien sûr, il y a un auteur, je crois que c'est Kotler, qui parle
environnement politico-légal. Il lie les deux. Il lie le politique et le légal. Parce qu'effectivement, le légal est induit par le politique. On nomme un président qui a un programme et c'est sur la base de son programme ou de ses choix qu'il va notamment lui orienter les lois. Donc forcément, la politique et la loi sont complètement liées. Voilà, bien. Vous avez vu que par exemple, concernant le cas des États-Unis, récemment, Donald Trump, qui était sous l'influence des lobbyistes du pétrole, était plus anti-écologie, tout ça, etc. Il a dérégulé le système. Aujourd'hui, Biden, qui a été soutenu aussi en grosse partie par des pro-écologistes, notamment, l'ont mis au pouvoir. Et on va voir qu'aux États-Unis, je crois que ça a commencé, il est revenu sur les accords de Paris, etc., etc. Ça change les règles du jeu. Et bien sûr, ça va contrecarrer les intérêts de certaines entreprises. Vous avez vu récemment les problèmes entre les États-Unis et le Canada sur notamment l'exploitation du pétrole selon des conditions qui sont contraires, notamment aux normes environnementales. Mais enfin, bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, le politique et le légal sont liés. Mais les lois ne sortent pas du jour au lendemain. Il y a toujours un processus pour changer la réglementation. Donc il faut voir comment ce processus va changer. C'est pourquoi il est important aussi d'aller, quand on fait son diagnostic, d'aller voir les experts, notamment des secteurs, pas des experts du marketing, mais des experts des secteurs. Quand je fais par exemple une analyse diagnostique dans le secteur de la pêche, il est important que j'aille voir des spécialistes de la pêche, il est important que j'aille voir les projets qui sont dans la pêche, il est important que j'aille voir notamment des administrateurs, enfin des personnes qui sont dans l'administration qui travaillent sur les politiques de pêche, mais il est important aussi que j'aille voir qu'est-ce qui est prévu par notamment l'organisation, la FAO, notamment le Fonds mondial pour l'alimentation, qui traite justement de la pêche au niveau mondial, de ces problématiques et tout. Il est important de voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Par exemple, moi, à chaque fois que je travaille sur les problèmes alimentaires, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le rapport mondial sur l'alimentation qui est produit chaque année, notamment par la FAO, et c'est un rapport qui rend compte globalement de tout ce qui se fait dans le monde. Voilà. Quand je suis dans l'agriculture, c'est la même chose. Je vais vraiment essayer d'aller voir ces rapports-là pour comprendre au niveau mondial comment ça se fait. Ensuite, maintenant, je reviens au niveau national parce qu'il y a des commissions régionales des pêches, etc. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là. On peut discuter avec les gens, voir. Ça nous permet d'avoir une visibilité à moyen terme, notamment sur ce qui pourrait se passer. Voilà. Pour la démographie, c'est pas forcément compliqué. Il y a la NSD au Sénégal qui analyse la démographie, l'évolution, les tranches d'âge, tout ça, etc. Au-delà de ça, il y a des experts dans le domaine de la santé et autres avec qui on peut discuter pour avoir une visibilité sur l'évolution démographique. On peut discuter avec des sociologues aussi, notamment. Tout ça, vraiment, c'est des choses qu'on peut faire pour avoir une bonne visibilité sur ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Parce que ce qui va se passer dans l'avenir pourra notamment modifier de manière très très importante d'abord la configuration même du marché. C'est-à-dire les règlements futurs peuvent rétrécir le marché. Ça peut être à votre détriment ou contre vous. Ça c'est un gros problème, d'accord? Par exemple, quand vous êtes dans un marché très ouvert où vous êtes, mais il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de concurrents informels qui font beaucoup de choses qui ne sont pas dans les normes, notamment, comme c'est le cas actuellement dans le domaine des réfrigérateurs, des climatiseurs, etc., où il y a beaucoup de distributeurs qui importent selon des normes qu'on ne comprend même pas et qui viennent quelquefois vendre moins cher même que des représentants agréés de marque. Ça pose très sérieusement un gros problème. Voilà. Donc quand le marché va avoir comme tendance, ou bien quand l'État dit, OK, nous allons réglementer le marché, désormais pour importer, il faut sortir des certificats de conformité, des tests de laboratoire, etc. Nous allons nous-mêmes tester le produit, etc. Ça, par exemple, ça va être des normes qui, si elles s'appliquent dans le futur, vont être un facteur d'opportunité pour celui qui est dans le secteur formel. Pourquoi? Parce que ça élimine la concurrence malsaine de l'informel et ça nous permettra, nous, de pouvoir notamment mieux nous positionner parce que s'il s'agit de respecter les normes et d'avancer, nous sommes en avance, ce qui n'est pas le cas notamment pour ceux qui sont dans le secteur informel. Voilà, bien. Comme ça peut être l'inverse aussi, hein, on peut avoir une réglementation qui aura comme finalité, par exemple, si vous vendez des produits qui contiennent, par exemple, je ne sais pas moi, 50% de sel ou 10%, 20% de sel, alors que la tendance c'est de dire, OK, dans le futur, on veut diminuer la consommation de sel dans les produits, forcément, ça va être une menace pour vous. Voilà. Juste pour la petite histoire, je crois que j'ai fait une étude au Cameroun et dans certains pays il y a quelques années, je crois que c'était en 2014-2015, je ne sais plus. Donc c'est une étude un peu à l'échelle africaine sur notamment les bouillons. Voilà, donc je l'avais fait en Afrique de l'Ouest et au Cameroun. Voilà, c'est ça. Donc j'étudiais un peu le marché des bouillons. C'est là que j'ai découvert que
on a des marques quand même nationales ou locales qui sont vraiment les leaders du marché. Je ne le savais pas, je pensais que c'était les multinationales qui étaient les championnes du marché. Mais bon, c'est en étudiant aussi qu'on connaît, voilà. Mais j'ai découvert un facteur très important, c'est la sensibilité croissante des gens sur notamment la consommation moyenne de sel par personne, par habitant. Voilà. L'étude, moi, nous avait montré au Sénégal qu'on dépasse largement les standards de l'OMS. Qu'en Côte d'Ivoire, c'est encore pire, etc. On a vu que vraiment les standards étaient énormément dépassés. Voilà. Mais on avait vu aussi que l'étude montrait que les gens sont de plus en plus sensibles, notamment à leur consommation de sel, et voulaient coûte que coûte diminuer leur consommation de sel pour la ramener à la proportion proposée notamment par l'OMS. Voilà, bien. Et parmi les produits indexés, l'un des produits les plus indexés, c'était le bouillon. Le bouillon, notamment, était très indexé pour notamment sa composition en sel. Voilà. Et c'est en ce moment-là qu'une grosse marque, Nestlé, pour ne pas la citer, avait commencé à vraiment moins se positionner sur le marché parce que Nestlé avait comme objectif de diminuer la quantité de sel dans ses bouillons, là où ses concurrents se battaient pour mettre beaucoup de sel. Voilà, bien. Parce que Nestlé avait prévu que dans les années à venir, avec les maladies cardiovasculaires, avec toutes ces maladies qui sont liées à la consommation de sel, avec toutes les campagnes qui sont menées dans le monde pour réduire la consommation de sel, certainement qu'un bouillon pourrait être compétitif d'ici 10-15 ans. En tout cas, d'ici 5-10 ans, ce bouillon-là devra contenir le moins de sel possible. Et je crois que Nestlé s'est positionné sur ce créneau. Je ne sais pas si l'avenir lui a déjà donné raison, mais je crois que c'était une belle visibilité et ils avaient vu une opportunité par rapport notamment à la réglementation concernant le sel. Voilà, bien. Je pourrais donner comme ça beaucoup d'exemples, mais je reviendrai certainement pour donner beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Je partage mon expérience, je suis vieux maintenant, donc je fais que partager, voilà, c'est ça. Mais on partagera beaucoup d'expériences, c'est que ça que j'ai, notamment, voilà, c'est ça. Alors, donc c'est important de voir quels sont demain, par rapport à ce qu'on sait de l'évolution des facteurs environnementaux, qu'est-ce qui peut être des éléments d'opportunité qui nous permettront de nous renforcer sur le marché et quels peuvent être notamment les facteurs de risque qu'on appelle menaces. Les menaces, c'est les risques. Les risques, c'est les risques qui peuvent venir compromettre nos choix, compromettre nos moyens, compromettre nos décisions. Alors, cette analyse doit être complètement bien faite, vraiment. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller fouiller beaucoup de documentation. Ça demande beaucoup de recherche documentaire. Ça demande aussi d'échanger avec beaucoup d'experts, l'ensemble des experts qui peuvent, dans le secteur, vous donner des renseignements très suffisants et des renseignements avertis. Voilà. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'évolution du macro-environnement peut être une source de mort de votre entreprise. Vous pouvez vendre un produit pour lequel l'État, par exemple, prévoit de mettre une réglementation qui va tuer complètement votre entreprise parce que le contenu principal de votre produit va être prohibé. Et ça, c'est important de le connaître pour savoir comment rebondir et pouvoir garder sa place sur le marché. De la même manière aussi, notamment, un marché, par exemple, qui n'est pas réglementé, l'État peut chercher à le réglementer dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Ça change les règles du jeu concurrentiel. Dans un système où, par exemple, sur le marché est déréglementé et vous avez comme avantage concurrentiel de vendre moins cher que vos concurrents et que demain l'État dise oui, ce secteur est devenu stratégique, maintenant moi je vais l'organiser, je vais le structurer et je vais moi-même définir les prix, il va de soi que le facteur prix ne sera plus un facteur concurrentiel. Il est important de savoir pour savoir demain comment construire notamment un nouvel avantage concurrentiel. Voilà, bien. Donc vraiment, je vous ai pris beaucoup de temps. Je ne sais pas quelle heure il fait 21h48, c'est très important. On reviendra pour échanger et partager l'expérience certainement la prochaine fois. On reparlera de la méthode SWOT parce que je voulais qu'on aille aussi jusqu'à dire comment est-ce qu'on fait, quelle est la méthodologie d'analyse SWOT. On y reviendra de long en large, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous sur le SWOT parce qu'il est très utilisé par l'ensemble des experts dans le domaine du marketing, dans tous les domaines. Je vois que les gens parlent de SWOT, alors que ce n'est pas la méthode la plus indiquée pour faire une analyse stratégique. Ça aussi, je voulais aussi le dire. Peut-être qu'une autre fois, on reparlera des autres méthodes d'analyse stratégique. Le SWOT est très critiqué. Regardez le Stratégor, vous allez voir que c'est une méthode qui date de très longtemps, qui au départ était la méthode LACG, voilà, qui a évolué, notamment, et aujourd'hui, notamment, cette méthode a été... Il y a des méthodes beaucoup plus adaptées pour faire l'analyse stratégique. C'est vrai que le SWOT c'est plus facile, force, faiblesse, opportunité, menace, c'est très facile, mais c'est une méthode d'analyse extrêmement statique qui n'est pas forcément dynamique. Et par exemple, c'est là que Porter va dire non, au lieu d'analyser par rapport à des facteurs environnementaux qu'on ne maîtrise pas, parce qu'aujourd'hui, tous les spécialistes en stratégie tous les spécialistes en stratégie sont d'accord pour dire qu'on ne peut plus construire la stratégie uniquement sur les facteurs externes. C'est pas possible.
parce que c'est des facteurs difficilement maîtrisables. Hein. L'environnement est devenu de plus en plus incertain, de plus en plus éphémère, c'est ça, c'est le terme même de éphémère, c'est-à-dire que ça peut changer du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, la stratégie se construit d'abord à partir des ressources et des moyens de l'entreprise et de ses choix stratégiques. Mais ça, on pourra notamment en reparler plus longtemps. Voilà, bien. Je voudrais remercier Pape Malik Senghor qui me demande d'expliquer le PESTEL et la DAS. PESTEL, c'est l'analyse externe, hein. Je crois que c'est l'analyse politique, économique, sociale ou sociologique, technologique, je crois. Voilà, donc ensuite il y a le légal. DAS, c'est le domaine d'activité stratégique. Les domaines d'activité stratégique, notamment, c'est la segmentation du marché des activités, parce que j'avais dit qu'il y a trois niveaux de segmentation. Il y a la segmentation stratégique, il y a la segmentation marketing et il y a la micro-segmentation. La segmentation stratégique concerne les domaines d'activité stratégique. Voilà, c'est ça. Quand par exemple, moi je veux dire que j'ai une compétence principale, j'ai une compétence par exemple dans le domaine de la formation, de l'apport de compétences, etc., on va me dire, ok, mais dans votre domaine, il y a beaucoup de domaines d'activité stratégique. Il y a les écoles de formation, il y a éventuellement les cabinets de conseil, il y a les cabinets de coaching, il y a beaucoup de domaines d'activité stratégique. Quel domaine d'activité stratégique choisir? Là, donc, c'est la segmentation des activités existantes. Et les domaines d'activité stratégique concernent l'élaboration de la stratégie d'entreprise, donc la corporate stratégie. Au niveau marketing maintenant, puisque l'activité a déjà été choisie, le marketing va dire dans cette activité-là, quels sont les segments actuels de marché qui peuvent nous intéresser. Ensuite, maintenant, quand on sort du niveau marketing et qu'on va dans le domaine opérationnel, on va dire les clients que nous, on a pu avoir et qui sont déjà nos clients, comment est-ce qu'on peut en faire des micro-segments dans le cadre du marketing B2B, du marketing du moins one-to-one ou du marketing one-to-few. Voilà, donc ça aussi, on pourra en discuter plus longuement, mon cher. Voilà. Elhaj Malik Mbaye, tu me manques beaucoup, je suis très très heureux de t'avoir ici et c'est un bonheur, c'est un expert très important pour qui j'ai beaucoup de respect. Bonjour à tous les gens de la LONASE aussi, il paraît que vous avez changé vous avez relooké votre communication. Il faut que tu m'envoies ça, que je le vois. Ibrahim Ndao, je suis extrêmement heureux que tu sois là. Ndao, je le dis toujours, hein, c'est un manager au niveau de la Socosim, mais avant, il a été à la Sonacosi partout. Il a été un des meilleurs profs du Sénégal. Malheureusement, il n'enseigne plus parce qu'il n'a plus de temps et que la Socosim nous l'a volé. Il est très très loin. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, un monsieur extrêmement intelligent qui fait de très très belles choses et qui effectivement rappelle que la méthode SWOT, c'était au départ la méthode LCAG et notamment ou la méthode ou le modèle de Harvard. Voilà, ça c'est déjà depuis les années 70. Voilà, donc merci beaucoup, cher Ibrahima. Tu me manques énormément et je passerai bientôt te voir à la maison ou au bureau. Voilà. Aliou Noto, oui, vous êtes de tout cœur avec moi. Moi, je vous donne mon cœur. Vraiment, vous me donnez envie d'être là. Vous me motivez et je suis très, très. Vous savez même pas ce que vous m'apportez. Vraiment, voilà. Mamar Ndoye, un grand ami, un promotionnaire à l'école militaire qui est parti en Italie, qui a fait de très très belles choses et qui est aujourd'hui en train de faire des projets très très importants, notamment en Côte d'Ivoire. On est très très heureux de ça parce que c'est un Sénégalais qui s'est développé à l'étranger, qui est revenu en Afrique faire des très grandes choses. Et Mama, on attend que ces projets arrivent au Sénégal. On a envie de ça. Voilà. On va pas te tromper. C'est vrai qu'il y a beaucoup de truands chez nous, mais on ne te trompera pas. On va te protéger et on est fiers d'avoir un Sénégalais qui revient faire des belles choses à la maison. Voilà. Merci Mama. Makla Andria, voilà, je vous remercie énormément. Le partage d'expérience, c'est comme on peut le dire, c'est ma valeur ajoutée. Voilà, parce que les savoirs, les gosses sont plus forts que moi. Donc le partage d'expérience, je le ferai toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà. Daouda Koulibaly, je vous remercie énormément, Daouda. Aliou Noto, voilà, donc vous tous, je vous salue, hein, cher Amadou Bamba, je te salue énormément, cher Amadou Bamba, ça fait un moment, voilà. Pape Malik, marché très ouvert égale niche. Non, pas du tout. La niche est plutôt un marché extrêmement fermé. On pourrait en reparler plus tard. Voilà, bien. Donc voilà, c'est ça. Hein. Je salue aussi Mamie, la belle, my preferred admin. Ça, vraiment, c'est mon administratrice préférée dans le groupe No Stressland. C'est mon ami, c'est ma défenderesse, c'est mon avocat, c'est mon tout. Voilà. Sanouya, laisse-la en paix. On va gagner contre tout. Arrête aussi de me titiller. Voilà. Le grand monsieur
Laïban Bassek qui m'a donné le beau nom de Monsieur Mardi. Et bizarrement, après, j'ai eu beaucoup d'événements qui sont tombés dans les mardis. Je suis en train de me dire que c'est un grand marabout, mais je suis en train aussi de demander à l'ensemble des personnes de Touba d'aller voir si Laïbamba n'est pas le conseiller marketing du nouveau prophète de Touba, parce que le tawaf là a commencé 2 ou 3 jours après qu'il soit parti à Touba. Donc ça aussi, il faut qu'on enquête sur lui, hein. Voilà. Ablaïbo, je te remercie énormément. Bonjour. Khalifa Diaby, c'est un prof, c'est vraiment c'est un bonheur. Mbake Gay, on est très très heureux. Lansana Sonko, voilà. Je voudrais saluer toutes les personnes que j'ai pu citer ou pas, qui nous suivent. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous, de partager notre expérience, parce que comme je le dis, chacun d'entre nous doit contribuer au développement du pays. Nous ne devons pas rester là à pleurer, nous devons chercher à aller vers l'avant, à regarder les bonnes choses et à nous dire que le Sénégal se fera pour nous et pour l'Afrique. Vous avez vu que les vaccins sont fabriqués par d'autres continents. L'Afrique n'a fabriqué aucun vaccin. Ça, c'est un gros problème. Et ça veut dire que nous avons du savoir à rattraper. Ça veut dire que nous avons aussi à partager. Ça veut dire aussi que ceux qui sont partis à l'étranger et qui ont des savoirs doivent revenir aussi. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent, plutôt que de construire des immeubles en n'en plus finir et des restaurants et tout ça, ces milliards-là, il faut les ramener pour les mettre dans l'industrie. Parce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour construire des industries dans le domaine pharmaceutique, alimentaire, etc., etc., pour nous développer. Vraiment, ça, c'est très important. Les discussions politiques, tout ça, c'est très, très important. Mais nous n'appartenons pas aux politiciens. Excusez-moi, mais ils nous emmerdent. Ils nous polluent du matin au soir. Ils nous font passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que les jeunes, là, on doit leur donner du travail. C'est que les universités doivent être outillées. On doit mettre de la technologie, on doit mettre des laboratoires. Il faudrait que les gosses qui sont au collège commencent déjà à découvrir les outils de la science, qu'il y ait des laboratoires avec des tubes à essai et tout ça, etc. Mais qu'on ne leur donne pas des formules qu'ils apprennent par cœur et qu'ils ne découvriront qu'à l'entreprise ou peut-être même jamais. Donc c'est important qu'on se batte pour les vraies choses. C'est capaciter le savoir. Tout part du savoir, je vous assure, tout part du savoir. Quand vous avez le savoir, vous avez tout. Quand vous n'avez pas le savoir, vous n'avez rien. Battons-nous pour capaciter nos écoles de formation. Depuis déjà la maternelle, primaire, qu'on aille vers le truc, qu'on donne des bons moyens, que nos profs qu'on les remette dans les formations, que 3 mois de vacances pour des profs, je ne sais pas si c'est 3 mois de vacances qu'on leur donne, à mon avis c'est beaucoup. Ils doivent avoir qu'un mois de vacances. Et tous les ans, on doit leur imposer d'aller faire 2 ans de recyclage pour qu'ils soient mis à jour. C'est très important. Ce qu'on nous raconte en termes d'histoire et de géographie dans nos classes, ce n'est pas forcément la vérité. Il est important aussi que réellement tous les savants là, dans ce domaine-là puissent remettre les choses à l'endroit. Tous les jours, on découvre. Pas plus tard qu'hier, je lisais sur un post de Nukur Kach et Sioula Ndao. C'est un excellent sociologue qui partage gracieusement ses savoirs. Et hier, il se posait la question de savoir est-ce que réellement, par exemple, les pyramides d'Égypte ont existé. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a déjà des discussions scientifiques énormes dans ce domaine pour se dire est-ce que réellement l'Égypte antique a vraiment existé. Parce que, par exemple, la Bible n'en fait même pas mention. Et que tout ce dont on parlait, c'était plus vers l'Arabie Saoudite, etc. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'on reste dans uniquement les savoirs qu'on nous donne à l'école, on ne cherche pas plus, on ne se développe pas, on parle que de politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de politique, c'est très important qu'on fasse la politique, c'est très important qu'au Sénégal il y ait un pouvoir et une opposition, ça c'est absolument clair. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la dictature au Sénégal, ça c'est absolument clair, mais il n'y a pas que la politique, il y a un temps pour tout. Battons-nous aussi dans cette guerre pour qu'on ait le vaccin, il est là, heureusement. Prions pour qu'il y en ait le plus possible, mais prions aussi pour que nos jeunes aient la meilleure éducation possible, qu'on ait les meilleures ressources et qu'on puisse avancer le plus longtemps. En tout cas, c'est mon combat et j'espère que chacun d'entre vous, dans son côté, se battra pour que ça puisse se faire. Passez une très très belle soirée, une très très belle semaine et à très bientôt. Merci.